Alors, bien sûr, il y a une notion essentielle dans la conscience écologique, c'est la notion du désastre, la culture du désastre, et bien sûr, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la notion d'avertissement. Les lanceurs d'alerte, les artistes lanceurs d'alerte, ceux qui disent attention, voilà, il y a un gros problème. Alors, il y a des séries qui ont marqué, cette série de photographies de Gideon Mendel, par exemple, autour des phénomènes de submersion. C'est-à-dire le fait que ben voilà, des catastrophes écologiques ont fait que dans maints endroits, l'eau a monté d'une façon anormale, d'ailleurs dans tous les endroits du monde. Hein, c'est pas forcément réservé au Bangladesh ou à tel état lointain. Ça peut aussi concerner des gens en Irlande, hein, comme c'est le cas ici. Hein, vous voyez, donc il fait poser des gens comme ça au moment où il y a des crises donc climatique très intense et incontrôlée, incontrôlable, et donc sans plus de commentaires. Hein, voilà. Mon home, là où je vis, ces intérieurs, vous voyez, tout d'un coup, qui sont pris par l'eau, comme ça, une sorte de nouveau monde, en quelque sorte. Alors, ce phénomène de la submersion a été exploité, c'est intéressant, c'est juste une très courte parenthèse, ici, pour vous montrer que le monde des affaires, le monde du business, le capitalisme en acte, hein, le monde de la consommation ne se défait pas pour autant. Hein, voilà, et j'en veux pour preuve, il y a une dizaine d'années, cette très célèbre campagne des Italiens, donc la firme Diesel, donc des vêtements, du jean essentiellement. Hein, voilà, donc va faire cette campagne de publicité qu'on doit au photographe Terry Richardson, donc très grand photographe de mode, qui s'appelle Global Warming Ready, donc prêt pour le réchauffement climatique. Donc vous voyez, c'est le même traitement c'est la même situation que celle dont parle le photographe qu'on a évoqué à l'instant, sauf que là, on voit les choses un petit peu différemment. Bon, c'est pas si grave le réchauffement climatique, la submersion, tout ça, ça n'empêche pas de porter de beaux vêtements diesel, vous voyez, même si Sao Paulo, voilà, si Rio de Janeiro est complètement immergé, voilà, même si la Biennale de Venise est devenue, Venise, pardon, la ville est devenue un espace tropical, voilà. Alors, avertir, vous voyez, c'est ça c'est vraiment une obsession chez beaucoup d'artistes, et notamment pointer tout ce qui est de l'ordre de l'anomalie, vous voyez, dans l'usage qu'on a des territoires, hein, c'est comme ça. Alors il y a énormément d'artistes qui vont faire ça, des photographes, hein, Massimo Vitali par exemple va faire des séries de photos sur l'usage des littoraux en Italie, la surcharge, vous voyez, absolue, l'encombrement, hein, l'inévitable salissure, l'inévitable dégradation du monde sous l'effet on pourrait dire de l'omniprésence humaine, hein, d'une omniprésence qui va jusqu'à la saturation, qui est une des grandes maladies du monde contemporain, le fait qu'il y a pour toute chose sans doute trop de choses. On a la même idée, donc développée par un photographe italien aussi qui est Walter Niedermeyer, qui va par exemple consacrer un très grand nombre de photographies au monde de la montagne, à l'univers de la montagne. Bon, Aspen, vous savez, c'est dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. Donc voilà, il va essayer de montrer à quel point ce monde, évidemment éthéré, sublimé, qui est celui de la haute montagne enneigée, au fond est un monde complètement livré à la suroccupation, bien sûr, à l'encombrement humain, et qui perd toute qualification, bien sûr, naturelle, entre guillemets. On est ici victime de ce qu'on appelle l'artificialisation du monde, hein. C'est un des grands problèmes, la violence de l'artificialisation. C'est à la fois l'artificialisation, le virtuel contre le réel, et donc pour l'économie numérique, et puis le fait que le monde dans lequel on vit est de plus en plus reconstitué par l'humain. Il n'y a absolument plus rien de climatique, hein, comme disent les géographes, qui correspond au climax, c'est-à-dire au développement ordinaire des choses, donc hors l'activité humaine. Alors avertir, Minerva Cuevas, hein, qui fait des expositions comme ça au Mexique, qu'elle appelle les hydrocarburas, donc soit des choses récupérées, trempées dans le pétrole, dans ce pays où l'économie pétrolière est évidemment intense, elle nourrit 97% du PNB, je crois, d'un pays comme le Mexique. Voilà, et alors elle le fait donc avec des tableaux que l'on trouve en très grand nombre sur les marchés dans ce pays-là, souvent qui ont pas mal d'années,
qui représente l'Amérique telle que l'ont découverte un petit peu les colons, avant l'âge industriel, une Amérique édénique, une sorte de paradis comme ça sur Terre. Et puis elle trempe, vous voyez ces tableaux dans du pétrole et elle expose ça tel quel. Hein. Donc l'idée de la souillure, de la salissure, vraiment de toujours ce monde perdu. Et puis bien sûr des artistes également qui vont d'une façon assez spectaculaire, comme A. Schultz, donc avec son Trash People, son peuple des déchets, de façon assez spectaculaire, mettre en garde contre la salissure généralisée induite par nos modes de vie. Alors c'est un artiste allemand, munichois, il est de Munich, il est très connu pour son engagement. Dès les années 70, il va organiser des maraudes dans Munich et ramasser toutes les saloperies qu'il peut trouver. Et par exemple, il se fera remarquer, un matin, on trouvera une rue de Munich complètement bouchée avec des ordures. Par exemple, vous voyez, il a réussi à remplir un hôtel de saloperies sur la côte espagnole, par exemple, à cause du tourisme, vous voyez, pollueur. Bon, et il a fait plusieurs séjours en prison, hein, donc c'est un véritable activiste. Alors son peuple des déchets, c'est ça, c'est tout simplement une espèce d'armée de formes anthropomorphes qui évoquent ce que nous sommes, faites avec des déchets récupérés. Hein. Voilà. Et puis, installés sur tous les lieux qui sont des lieux de pollution évidents, les lieux touristiques. Bien sûr, la haute montagne, où maintenant on trouve, comme vous savez, des microplastiques, hein, des résidus de pesticides, hein, vous le savez aussi. Alors ça, évidemment, si possible, avec un bilan carbone le plus bas que vous puissiez envisager en déménageant toutes ces choses-là, parce que le but, c'est pas de polluer en produisant des œuvres. Voilà. Hein, ça, c'est une donnée importante. Beaucoup d'artistes d'écologie sont vraiment très impliqués dans les questions de décarbonation. Hein, c'est vraiment devenu presque obsessionnel hein, pour certains. Comment je peux exposer sans polluer, comment faire, enfin bon, il y a tout un débat ici dans le monde de l'art. Voilà, alors ça nous amène à des formes d'art, vous voyez, assez différentes de ce qu'on peut trouver, où les artistes, en fait, pour que la prise de conscience se fasse, vont inventer des modalités nouvelles de création, parfois en recyclant des formes de travail artistique antérieure. C'est le cas de Ève Mosché, par exemple, qui vous voyez, dans Manhattan, va tracer, il y a quelques années, une ligne comme ça de couleurs qui évoque, peut-être éventuellement l'eau. Elle va tracer cette ligne, et, comme beaucoup d'artistes, dont le travail se caractérisait par la marche, le fait d'investir des espaces, de lancer des expéditions, etc. Il y a eu toute une mode, toute une vogue des artistes marcheurs. Hein, vous voyez comme ça, ils marchaient comme Richard Long, comme Amy Schulton, enfin il y en a eu beaucoup. Voilà, Robert Smithson, l'artiste du land art par exemple. Et puis après, ils exposaient en galerie ou dans des musées le résultat de leur déambulation sous forme de photos, sous forme de dessins, etc. Bon. Donc, ici, elle fait la même chose, sauf qu'elle trace ce qui sera la limite des eaux dans New York au moment des grandes marées en 2030. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une ligne qui traverse l'espace, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, deux autres artistes ont fait la même chose à Copenhague, par exemple, au même moment, ça c'est intéressant, sans se passer le mot. Donc, ce qui prouve, vous voyez, parfois, on pourrait dire une sorte de correspondance mentale, comme ça, de télépathie symbolique. Voilà. Donc Copenhague aussi connaîtra le même sort au moment des grandes eaux. Là, une partie de la ville sera submergée. Donc l'artiste délimite en quelque sorte ce périmètre, vous voyez. Voilà. Donc, alors, inventer une nouvelle forme, prévenir, des artistes lançant des expéditions, comme David Buckland en Arctique, pour dénoncer la fonte des glaciers, par exemple. On verra ça avec Olafur Eliasson également. Beaucoup de gens vont travailler sur justement ce réchauffement climatique, hein, évidemment contesté par les climato-sceptiques, mais apparemment confirmé par les études du GIEC. Je ne prends pas position, hein, ni pour ni contre. Je ne suis pas là pour ça. Disons que, il y a cette idée. Et puis, toujours dans l'art de dénonciation, bien sûr, d'avertissement,
montrer qui est le responsable en haut de la chaîne alimentaire, comme le montre un Brandon Ballinger par exemple ici. Cette œuvre s'appelle Collapse, l'effondrement, autour des théories de l'effondrement, donc qui nous imposerait un mode de vie de décroissance, comme vous le savez, pour éviter qu'on aille plus loin dans la catastrophe. Et donc il s'agit ici d'un ensemble de bocaux contenant des espèces en voie de disparition, vous voyez, qui vont disparaître, comme on en perd énormément, on perd des milliers d'espèces tous les ans, même des dizaines de milliers, comme vous savez, et avec en haut l'humain en haut de la chaîne, en quelque sorte, de prédation et de destruction. Voilà, donc c'est très beau, c'est une belle œuvre, une belle sculpture, vous voyez, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de richesses de végétaux, voilà, ou de corps animaux, mais c'est au fond une sorte de mausolée, c'est un tombeau, c'est une annonce de la mort, assurée d'un grand nombre d'organismes sous l'effet de l'existence humaine et de l'activité humaine. Alors, même chose, le même va faire dans de très très grandes photographies, ce qu'on appelle la photographie plasticienne depuis une quarantaine d'années. C'est cette photographie en général très grand format, avec un très faible nombre de tirages, très haute définition du grain des images, donc qui s'assimile à la grande peinture, si vous voulez, quand la photo se fait peinture. Et donc, vous avez d'immenses tableaux comme ça qui vous montrent ici toute une série, hein, s'il avait fait ça il y a quelques années, d'animaux, de batraciens photographiés en Californie, dans les étangs de Californie, qui sont tous, du fait de la pollution, ils sont mal formés, les malformations congénitales. Donc vous êtes devant cette réalité-là. Alors, des artistes qui travaillent aussi, bien sûr, en lien avec l'animal. Ça, c'est très, très, très courant. Il y en a beaucoup. C'est toute une dimension aussi de l'art écologique. Toute une dimension de l'art écologique. Linda Molenaar, le mimétisme, devenir une vache, essayer d'être un arbre, vous voyez, pour ralentir, slow down. Donc l'artiste se recouvre comme ça d'une sorte de combinaison faite avec des écorces d'arbres. Elle se moule dedans, elle se met pendant une demi-heure la tête le long d'un arbre pour essayer de ressentir ce que peut être l'arbre. Donc c'est à la fois risible et dérisoire, vous voyez, et d'une certaine manière relativement sérieux, puisque ça invite à des connexions avec le bios, comme on dit maintenant, le vivant. Comment nous, en quelque sorte, restaurer la question du vivant en nous. Voilà, donc beaucoup de travaux d'artistes aussi sur le mimétisme, bien évidemment. L'idée, si on ne veut pas perdre le sens du vivant, il y a une bonne stratégie, elle consiste à mimer en quelque sorte les animaux, essayer de retrouver donc le sens de ce qu'ils sont, si c'est possible. Alors, je n'ai pas d'image pour certaines expériences qui vont très très loin. Je pense à celle d'un artiste basé à Marseille qui est aussi un naturaliste, Boris Nordman, par exemple, qui organise des performances collectives, donc durant lesquelles il va faire en sorte de vous faire imaginer que vous êtes un loup, par exemple, que vous êtes une araignée, et comme ça, donc vous êtes couché par terre sur un tapis de sol, les yeux bandés, et l'artiste vous lit avec un détail extrême tout ce qui caractérise la physiologie d'une araignée, par exemple, comment elle est faite, comment elle ressent, etc., de manière à incorporer peut-être, vous voyez, cette dimension vive de l'animal. Bon, évidemment, tout ça est vain, c'est une immense vanité, mais c'est ainsi. Voilà, vous voyez, donc les gens se préparent comme ça à devenir un loup, devenir une araignée. Voilà. Bon, donc il y a tout ce travail aussi autour de l'animal, comme on peut le voir ici. Alors parfois, évidemment, on dépasse le champ de l'écologie, comme avec un Eduardo Kac, par exemple, on dépasse ce champ-là, puisque ici, vous avez quelqu'un qui va fabriquer de l'art OGM, proprement parlé. Donc on sort du champ écologique, on rentre plutôt dans la limite de la dénonciation, donc des expériences qui peuvent être menées par la science. Voilà. Bon, notamment ce fameux, ce qu'on appelle l'art transgénique. Par exemple, il avait créé un lapin fluorescent, comme ça, il y a quelques années. Donc ça a eu beaucoup de succès, beaucoup de gens le voulaient, vous pouvez imaginer. Voilà, imaginez ça chez vous, comme c'est sympathique. Voilà.
Voilà. Alors, on va maintenant aborder un aspect intéressant, je pense que je vois l'heure qui passe. Alors, ce ne sont que quelques propositions, hein, je tiens à préciser. L'art dit écologique, entre guillemets, c'est extrêmement riche et on a presque l'impression qu'il ne se passe pas de journée sans que quelque chose de nouveau soit inventé, une nouvelle manière de faire. Bon, et j'avoue que je ne peux absolument pas parler de tout ce qui est fait de nouveau, et d'autant moins que je ne connais pas tout, loin s'en faut. Le fait de venir ici, pour moi, a été quelque chose de très sympathique, mais aussi de très tragique, parce que je me suis rendu compte, évidemment, que là, donc à Brest, autour de Brest, vous aviez un grand nombre d'artistes qui travaillaient avec un souci environnemental extrêmement poussé. Vous voyez, moi, je n'en avais jamais entendu parler, quoi. Donc voilà, c'est un problème d'information. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant quelque chose qui a trait à cette notion d'utilité qu'on évoquait tout à l'heure. Vous voyez, le fait que certains artistes disent, d'accord, produire des dessins, des photos, etc., des symbolisations, même des performances, un peu où on se rapproche du vivant. D'accord, mais est-ce que c'est utile? Non. Donc, on va développer un principe de productivité artistique au nom de cette forme d'art qu'on a pris l'habitude d'appeler depuis une trentaine d'années l'art utile, useful art, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire des formes d'art qui sont des esthétiques, mais qui sont aussi des actes concrets. Vous voyez, c'est très curieux. Alors, je prends un exemple avec... on va voir plusieurs formes d'art utile, et je vais vous montrer, par exemple, le travail d'une Californienne qui s'appelle Amy Belkin. Donc, voici une dizaine d'années, elle met en place un grand projet artistique intitulé Public Smog. Smog, c'est smog et fog, hein, vous connaissez ces deux termes, c'est fumée et brouillard, et ça désigne en général... c'est un terme qui vient des Anglais, de Londres notamment, cette situation dans laquelle le brouillard finalement et la pollution des fumées aboutissent à créer une sorte de ciel continuellement gris, qui peut pas le vent ne peut pas le soulever, ça reste comme ça. C'est ce qu'on connaît à New Delhi. Hein. New Delhi, en Inde, pendant toute l'année 2022, les gens n'ont pas vu le soleil de toute l'année. Vous voyez, ils n'ont vu qu'une espèce de smog comme ça. Bon, voilà. Donc, son idée, c'est de lutter pour rendre le ciel plus limpide. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser les fameux droits à polluer qui ont été mis en place donc, par les COP depuis 1992, donc ces fameuses conférences internationales sur le climat, sur l'environnement, et donc qui obligent les États pollueurs à payer, donc à acheter, à payer pour des droits à polluer. Sachant que certains États, évidemment, ne polluent pas, donc les États pollueurs rachètent leurs droits à polluer aux États qui ne polluent pas. Et à l'arrivée, la pollution continue. Donc, utilisant le nouveau mécanisme des réseaux sociaux, vous voyez, de la possibilité de collecter de l'argent à travers les réseaux sociaux, eh bien, elle crée ce système Public Smog où elle demande aux gens de financer l'achat de droits à polluer, mais qui, eux, ne seront pas utilisés par l'industrie. Donc, qui resteront, finalement, des possibilités de non-pollution. Voilà, et alors elle décline évidemment, tout cet ensemble, toute cette, on pourrait dire, cette opération sous des formes plasticiennes aussi, hein, des vidéos, des affiches, hein, tout un travail comme ça de représentation. Bon, ici on connaît la ville de Los Angeles notamment, qui est la ville la plus polluée des États-Unis, hein, comme vous le savez sans doute. Voilà, donc vous voyez une manière de travailler assez nouvelle, qui renvoie à la question de l'utilité, qui peut prendre des formes assez simples, hein, comme un artiste comme Taftutan, par exemple, pour lutter contre la minéralisation des villes, qui va agir par ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire, voilà, soit en payant par lui-même, soit en demandant de la production, voilà, des instances mécénales, institutionnelles, en disant, voilà, moi, mon travail va constituer à déminéraliser l'espace public, voilà, en apportant des plantes, ça et là. Alors, évidemment, c'est un travail dérisoire, hein, bien d'accord, c'est la limite ici de l'utilité, mais ça met en avant un principe auquel beaucoup d'artistes, disons, verts tiennent, c'est l'exemplarité. Vous voyez, le principe de l'exemplarité, c'est-à-dire à dire, à défaut que ce soit vraiment efficace, en effet, c'est pas efficace, soyons sérieux,
Ça donne un exemple de ce que pourrait être l'efficacité si tout un chacun s'y mettait. Vous voyez, hein, c'est ça, c'est cette idée. Alors, ça peut amener des artistes, cette notion d'utilité. Vous voyez, vous remarquez que ça nous emmène très loin de l'œuvre d'art traditionnelle, hein, incontestablement, à monter des opérations vraiment d'utilité publique, de salut collectif, autour de grands problèmes liés à la question environnementale. C'est le cas ici avec une opération de deux artistes qui vivent en France, Lucie et Georges Horta. Lui, il est argentin, elle est anglaise. Donc, et par exemple, ici, il y a une dizaine d'années, ils vont monter une opération qui deviendra internationale. Ils la montent à Venise, dans le cadre d'une biennale off, hein, d'art contemporain. Ça s'appelle Drink Water, bois l'eau. Hein, pourquoi? Le nom leur est donné par le nom de la fondation à Venise, sur la place Saint-Marc, où ils vont lancer cette opération, qui est la fondation Bevilacqua. Bevilacqua, ça veut dire bois l'eau en italien. Et donc, ils lancent l'opération Drinkwater. Et de quoi s'agit-il? Ça part d'un constat. C'est l'idée qu'aujourd'hui, sur 8 milliards d'habitants, il y a au moins 2 milliards d'habitants qui n'ont plus accès à l'eau potable, en tout cas directement. Bon, voilà. Et ça va s'intensifier. Évidemment, on pense que autour de 2050, ce sera plus de la moitié de la population mondiale qui n'aura plus accès aisément à l'eau potable. Donc, la question de l'eau, sa filtration, la rendre propre, la rendre pure, la rendre consommable, la question de son transport, de sa distribution, deviennent des notions, des données essentielles, bien évidemment, pour la survie, sachant qu'on ne survit pas donc sans eau. Donc ces artistes qui sont aussi des designers artistiques, vont concevoir un très grand nombre de produits, vous voyez, ou d'objets qui sont tous liés à l'eau, à sa filtration, sa purification, son transport, qui apparaissent à la fois comme des objets donc, artistiques, des sculptures, hein, mais dans le même temps, vous pouvez le voir, qui ont une fonction d'utilité. Par exemple, je me souviens avoir vu cette filtreuse à Venise, donc travailler, donc l'eau de la biennale. Je ne sais pas ce que j'ai avec ma biennale, c'est des formations biennale de Venise, je suis désolé. Voilà, l'eau de la lagune, donc ici, est filtrée d'une manière très rudimentaire, low-tech, hein, avec donc un matériel de filtration donc, que tout le monde peut produire, peut réaliser à moindre coût, et elle est proposée au public, à la boisson. Vous pouvez finalement boire cette eau, à l'origine quand même assez dégoûtante, hein, qui est l'eau de la lagune. Voilà. Alors ce qui est notoire, c'est que ceci s'accompagne évidemment tout un dispositif qu'on appelle open source, c'est-à-dire que les œuvres sont livrées à qui le veut, les plans sont donnés, sont distribués gracieusement, vous voyez, donc, et chacun pourra en quelque sorte profiter ici du travail des artistes, ce qui s'appelle un design d'urgence, c'est le terme qu'ils font. Alors, même chose sur l'utilité, vous avez un très grand nombre d'artistes, des recycleurs, l'art du recyclage, alors là c'est quelque chose absolument en développement constant, c'est-à-dire beaucoup d'artistes ne veulent plus travailler avec des matériaux nouveaux ou empruntés, vous voyez, plus de matériaux neufs. Y compris d'ailleurs en peinture les pigments. Hein. De plus en plus d'artistes aujourd'hui créent leurs propres pigments. Ils les fabriquent eux-mêmes, vous voyez, pour ne pas devoir en passer par l'offre de l'industrie chimique. Bon, voilà, ce sont des attitudes d'artistes tout à fait vertueuses, hein, on pourrait dire, tout à fait éthiques. Il y a cette idée de l'éthique qui rejoint l'esthétique et inversement, hein, c'est une obsession hein, chez ces artistes verts, hein, de ces green artists. Alors, un des artistes les plus connus, parce que c'est un des pionniers du recyclage, c'est un artiste de Chicago, qui s'appelle Dan Peterman, qui s'était fait connaître dans les années 80 en tant que pionnier, en créant cette espèce de compost shelter, un abri fait avec du compost, voilà, il y avait une mode des tas à l'époque, on faisait des tas, les artistes faisaient des tas. Non mais il y a des modes, hein, j'y peux rien, moi, c'est pas ma faute, hein, moi je suis venu après. Voilà. Et donc, il dit, moi je vais faire un tas, mais finalement je vais le faire avec du crottin de cheval, le crottin de la cavalerie montée donc de Chicago, voilà, hein, on va la récupérer. Et puis, tant qu'à faire, ce tas, je vais lui permettre une ouverture et une porte, comme ça les sans-abri pourront aller à l'intérieur. Vous voyez, tant qu'à faire, parce qu'il fait chaud, dans le crottin il fait chaud. Voilà, donc bon, tout ça peut prêter un peu à rire, mais c'est une manière
de montrer quand même le travail de conscience, hein, la très forte conscientisation de ces artistes-là, évidemment qui se disent, bon, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, il faut que ça ait un sens, bon voilà, est-ce qu'on peut être exemplaire et comment on peut être exemplaire? Alors, Dan Peterman, c'est intéressant, il fait à la fois des œuvres de musée, vous voyez, avec des produits récupérés, ici des canettes, mais ces œuvres de musée sont transportables aussi dans l'espace extérieur, hein, vous pouvez aussi les retrouver au dehors, hein, voilà. Donc tous les moyens sont bons, récupérer les plastiques dans une ville qui sont inutilisés, voilà, le bois coupé, voilà, vous le récupérez pour faire des aménagements publics, enfin voilà. Alors ce n'est qu'un artiste parmi un très grand nombre d'autres, hein, ce sont que de rares exemples, comme cet igloo solaire de Canadiens, Couturier La Femme, donc en phase de réalisation en France d'ailleurs. La mairie de la ville de Rouen a commandé aux artistes cette œuvre, donc commander la réalisation. Il s'agit en fait tout simplement d'une œuvre sous la forme d'un igloo, donc qui évoque le froid, qui évoque les sociétés primitives, qui évoque un certain rapport au territoire naturel. Hein. Vous imaginez le monde des Inuits, donc, dont ces artistes-là sont très proches en tant que Canadiens. Voilà. Et donc c'est un igloo solaire conçu avec l'Université Polytechnique donc de Montréal, hein, et des scientifiques, de manière à transformer la chaleur urbaine dans les pôles de chaleur en froid, voilà, avec une consommation électrique minimale, évidemment une pollution minimale. Voilà, donc c'est une œuvre useful, social practicable, enfin pratique sur le plan social, hein, qui peut être utilisée, qui est destinée à l'espace public. Voilà. Donc vous voyez, c'est un travail ici, comme il y en a énormément dans le champ de l'art vert, c'est un travail, on dit art et science. Il y a ce travail art et science, bien évidemment. Alors, pour amener sur cette question de l'art et science, je présenterai une œuvre assez simple. Hein, on s'achemine vers la fin, hein, rassurez-vous, de cette conférence. Le temps passe très vite, mais voilà un artiste français, il s'appelle Jérémy Gobet. C'est un artiste du Nord. Il a fait des études de design, d'art appliqué, si vous voulez, avant de rentrer dans le champ des arts plastiques. Et il a toujours été intéressé, venant du Nord, qui est une région, comme vous savez, qui a énormément souffert de la désindustrialisation, du chômage, évidemment des délocalisations des industries traditionnelles, le textile notamment. Donc il s'est toujours intéressé au textile, à comment on pouvait sauver la pratique du textile, les pratiques traditionnelles, tout le savoir-faire, vous voyez. Donc il a commencé à travailler avec des entreprises du textile, souvent des petites boîtes comme ça, et puis il a mis en valeur dans des compositions comme celle-ci le travail qui pouvait être fait. Alors ça va l'amener à, c'est assez curieux parfois les évolutions, donc il va découvrir donc un jour au Puy-en-Velay, donc dans le Massif central, dans une entreprise autogérée par une vingtaine de femmes, une entreprise textile de broderie qui essaie de survivre, donc la broderie à la main ou faite avec des machines, mais d'une manière très artisanale, c'est pas quelque chose qui se vend aisément aujourd'hui, vous en doutez bien. Et il va découvrir la convergence entre un point, donc un point de broderie que fabriquent ces femmes. Je ne sais pas pourquoi ça passe tout seul, ça s'appelle le point d'esprit, le voici, vous voyez, le fameux point d'esprit, et donc la structure du corail. Corail, évidemment, le corail qui est affecté dans les mers tropicales, hein, dans les lagons, donc à évidemment une véritable tragédie écologique, puisque du fait du réchauffement des eaux, du fait de la salinisation, qui évolue, eh bien les coraux sont en train de crever. Donc ils blanchissent, vous voyez, le fameux blanchiment, bonne santé, blanchi, mort, hein, c'est comme ça. Et donc il va avoir l'idée de lancer un travail entre cette entreprise du Puy-en-Velay et le CNRS, donc en jumelant les deux, pour créer une résille biodégradable, donc faite avec du point d'esprit, qui pourrait venir recouvrir comme ça des coraux et donc les protéger en quelque sorte des assauts de leurs prédateurs, hein, qui profitent de leur faiblesse du fait de la modification des conditions physiques de vie que leur impose le réchauffement climatique. Voilà, donc alors c'est à la fois un très beau travail
plastique, parce que ça donne de belles images, etc. Mais c'est aussi un travail efficace, puisqu'il a été validé scientifiquement, et actuellement, on fabrique ces fameuses résines et on commence à les déposer. Vous voyez, sur des bancs de coraux. Alors voilà donc la dimension, ici. Alors, je voulais évoquer également, juste pour montrer qu'on peut faire autrement, on peut faire plus simple. Quand un artiste comme Jason de Kertelor, donc, qui est connu pour ses fameux musées sous-marins, il y en a à Malaga, il y en a à Cancun. Jason de Kertelor, je ne sais plus comment je peux diminuer ça, je ne sais plus comment faire. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, il fait des sculptures très conventionnelles, voilà, qui va immerger, il les immerge, voilà. Alors, c'est très classique et c'est très efficace, parce que quand on lui dit « mais pourquoi vous faites ça ?» il dit « je fais ça parce que les gens aiment bien, d'abord ils aiment bien les musées underwater, comme on dit, hein, ça se visite avec un tuba, voilà, et puis un masque, hein. Ouais, mais il dit en fait, c'est toujours installé dans des zones balnéaires, où, évidemment, la suroccupation humaine finit par détruire tout l'écosystème côtier. Et donc, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, comme on le voit ici, sur ce Christ sauveur, hein, au moins sauveur ici, de l'écosystème marin, puisque la vie maritime revient se fixer, vous voyez, elle vient se fixer comme ça, de nouveau, sur ces sculptures. Alors, vous voyez, ces deux options, où vous prenez une option très, très basique, hein, comme fait De Kertelor, ou vous prenez l'option... finalement, de Jérémy Gobet, qui est beaucoup plus sophistiqué, incontestablement. Voilà, chacun choisira son camp sur le plan, justement, de l'esthétique, hein, sur le plan de la démarche artistique, chacun verra les choses. Voilà, donc c'est le fameux projet Corail Artefact, donc, qui est un projet en cours, tout à fait intéressant, tout à fait viable, hein, et qui montre que définitivement, ici, l'artiste a coupé les ponts avec, on pourrait dire, le champ de l'esthétique pure, hein, c'est-à-dire juste produire du visuel, produire de l'image, tout simplement. Voilà. Donc ça évolue comme ça. Bien, alors, je vois l'heure, écoutez, je pourrais continuer longtemps, je sais quelle heure il est, oui, il est presque 7 heures, donc je vais aller vers la conclusion. Voilà, en insistant sur le fait, tenez, je vais vous montrer une belle œuvre qui peut-être vous fera rêver, qui s'appelle Monsieur, si vous passez dans les forêts au sud de la Lorraine, voilà, qui vous montre, au fond, comment les artistes peuvent synthétiser comme ça en une œuvre, à la fois ce qu'est la réalité écologique du monde contemporain, et d'autre part, comment... eh bien, on peut essayer de faire sa part, parce que c'est ça quand même l'objectif, c'est de contribuer, vous voyez, c'est pas de sauver le monde, l'art va pas sauver le monde, évidemment non, mais bon, il va donner le sentiment qu'il est, comme disent les anglo-saxons, concerned, concerné, préoccupé, hein, il y a une préoccupation. Alors c'est une très belle œuvre qui a été créée il y a une petite dizaine d'années, donc par un artiste qui s'appelle Fabrice Langlade, avec un fabricant d'arbres, hein, donc un fabricant d'arbres de cette région du sud de la Lorraine, entre Nancy et Toul, dans la forêt d'Alain, A2L-A-I-N, voilà, avec une œuvre qui s'appelle Monsieur. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Fabrice Langlade? Eh bien, il est allé avec ce fabricant d'arbres, donc Hervé Maillon, il est allé récupérer dans la forêt lorraine donc des restes des 13 espèces essentielles d'arbres qui s'y trouvent et qui sont menacées de mort par le réchauffement climatique. Vous savez qu'actuellement, un grand nombre de forêts sont en état de stress, y compris même dans des zones où la forêt, d'un point de vue historique, est quelque chose de tutélaire. Je pense aux Vosges, par exemple. Hein, si vous traversez aujourd'hui les Vosges, vous allez voir, une grande partie des arbres sont crevés ou en train de crever. Hein, c'est comme ça. Il n'y a plus assez d'eau, il fait trop chaud. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est déréglé. Les parasites se jettent dessus. Voilà. Donc, il ramasse 13 restes d'arbres essentiels de cette forêt et il reconstitue, hein, avec ce fabricant, il reconstitue un arbre qui est un arbre totalement artificiel. Et pour en fait signifier le soutien, il met ces grands étés rouges qui évoquent, me disait-il, le tableau de Uccello, la bataille de San Romano. Vous voyez, on voit ces cavaliers avec des grandes lances, vous voyez, des grandes lances rouges comme ça, foncées. Hein, il évoque ça en disant, voilà, le soin, le care,
l'artiste comme une figure soignante, vous voyez, comme quelqu'un qui s'assimile, qui s'inscrit dans la grande et nouvelle tradition de la bienveillance, hein, du soin, de l'empathie, hein, voilà, de l'attention portée à autrui dans nos sociétés si violentes et si injustes, hein, à l'heure du néolibéralisme. Voilà. Et donc, cette œuvre, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, l'artiste lui laisse vivre sa vie, voilà, et donc, il va la laisser se développer, comme ça, progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle disparaît. Progressivement, elle disparaît. La forêt autour, la colonise. Les animaux la colonisent, les insectes. Finalement, elle disparaît complètement. Et on rentre dans cette logique qui est aussi une donnée importante de l'art écologique, c'est la notion d'éphémère. C'est-à-dire, pour bien des artistes aujourd'hui, créer une œuvre qui est de l'ordre de la proposition de survie éternelle, etc., est quelque chose de prétentieux, de déplacé. Hein. Si on veut accompagner le vivant, il faut accepter finalement que nos œuvres soient à l'image du vivant, c'est-à-dire que voilà, elles naissent, elles croissent et elles périssent d'une certaine façon. Voilà, donc je pourrais continuer encore pendant des heures, parce que bien évidemment le champ de cet art écologique est prodigieux, mais voilà, on peut arrêter sur cette œuvre-là en souhaitant que la nature reprenne complètement ses droits, et que finalement cette œuvre disparaisse et qu'elle n'ait été qu'un témoin de ce qui est notre condition humaine, hein, biologique, c'est de n'être que des gens qui passent, vous voyez, hein, et qui restent peu de temps, sans forcément trop encombrer le monde, et surtout sans trop le salir, puisque cette œuvre aussi a la particularité d'être totalement biodégradable, bien sûr, et de disparaître. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, le 19h, donc je pense qu'on peut s'arrêter là.